Il y a quelques mois, un client m'a apporté une affaire à financer. Il cherchait à conclure une affaire en gros et les chiffres d'achat-vente préliminaires semblaient excellents. J'ai commencé à constituer son dossier, que je prévoyais être une affaire sans mise de fonds avec une clôture rapide en 2 semaines. Puis, il m'a envoyé le contrat. Nous avons pour habitude de toujours examiner le contrat pour nous assurer qu'il n'y a pas de « gotcha » qui pourrait faire dérailler une transaction, et en examinant le dossier de ce client, tout semblait bon, à l'exception du nom de l'acheteur. Le grossiste avait préparé le contrat en utilisant le nom de sa société au lieu d'utiliser une sarle jetable, voir ci-dessous. J'ai déjà vu cela auparavant, et cela ne pose généralement aucun problème si vous prévoyez une double clôture. Cependant, avant que je puisse conseiller le client, le grossiste avait reçu un addendum du vendeur ajoutant le client au contrat. Résultat, le grossiste et l'acheteur final, le client, figuraient tous deux sur le contrat. En d'autres termes, le client, à son insu, vient de se trouver un partenaire. Comme vous le savez probablement, le titre de propriété doit correspondre à l'acte de fiducie, et les 2 documents doivent correspondre au nom du ou des acheteurs figurant sur le contrat. De ce fait, nous avons dû faire des pieds et des mains pour qualifier le grossiste puisqu'il est maintenant le partenaire du client, ce qui a complètement changé la stratégie de financement. Plus important encore, j'ai dû avoir un entretien à cœur ouvert avec le client. Voulait-il un partenaire ? Le grossiste était-il même prêt à être partenaire ? En fin de compte, le grossiste a accepté de signer la note et l'acte de fiducie, mais il renonçait immédiatement à l'acte de fiducie en faveur de mon client après la conclusion de l'opération et se retirait gracieusement du partenariat dans l'opération. C'est assez facile, non ? Attendez, et l'assurance ? L'assurance serait probablement une solution simple, similaire à celle de l'acte, mais qu'en est-il de la note ? Au moment de la signature, le grossiste, à son insu, allait être responsable du remboursement du prêt sans faire partie de la transaction. Encore des signaux d'alarme. Ai-je mentionné que nous n'avions que 2 semaines pour conclure l'affaire ? Le temps passait vite et rien ne se mettait en place. Après de nombreux courriels et de nombreux appels téléphoniques, l'affaire a fini par se désintégrer pour de nombreuses raisons, comme le refus du vendeur de réécrire le contrat pour permettre une vente en gros appropriée et le désaccord des 2 nouveaux partenaires sur la structuration de l'affaire entre eux. Le pire, c'est que les 2 parties avaient versé de gros chèques d'art. Aux dernières nouvelles, ils cessaient tous de récupérer leur argent. La morale de l'histoire est qu'avant d'essayer de vendre une affaire en gros, assurez-vous de bien comprendre comment structurer correctement le transfert. Voici quelques façons de structurer une vente en gros. Cession. La façon la plus simple et la meilleure de structurer une vente en gros est de faire une cession, simple, propre et facile. En général, une cession de contrat d'une page suffit, à condition que le contrat soit cessible, ce qui est le cas de la plupart des offres des vendeurs privés. La sarle jetable. Si vous achetez une maison de retraite et que la banque n'autorise pas les cessions, la meilleure stratégie suivante est d'utiliser la sarle jetable que j'ai mentionnée plus haut, ou bien un trust. Avec la méthode de la sarle jetable,